Bienvenue dans notre nouvelle émission, pardon, notre nouvel épisode Sunrise. Comme vous le voyez, ça y est, des retours de blessures pour m'accompagner aujourd'hui. Thierry et Pierre, comment ça va les gars? Oh, ça va très Écoute, bien. ouais, le kiné a bien fait le job, donc on est de retour. Voilà, des retours. Il y a eu, c'est un autre absent, hein, sûrement Corentin que vous n'allez pas revoir tout de suite. Donc voilà, il y a du turnover chez nous. J'en profite tout de suite, c'est vrai qu'on ne le demande jamais, on le met toujours en fin d'émission, mais pensez à nous laisser un petit pouce bleu parce qu'on le demande quasiment jamais. On en a entre 15 et 20 en moyenne par émission, alors que vous êtes quasiment 200 à nous regarder. Donc ça coûte rien, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pensez aussi à aller voir le short tout de suite, j'y pense, le tout dernier fait par Pierre sur le tout premier joueur japonais à avoir porté les couleurs d'un maillot NBA et évidemment chez CSN, je vous dis, hein, je vous en dis pas plus, donc allez voir, laissez un pouce bleu parce qu'il y a du gros boulot derrière. Et puis on va pas perdre plus de temps. On démarre tout de suite avec la première section, les cactus. Donc 3 matchs cette semaine. On a démarré avec un back-to-back. Je vous explique pourquoi. On avait joué la veille contre les Bucks avec une magnifique défaite. Et donc là, on enchaînait pour commencer cette semaine avec la réception des Toronto Raptors. Donc belle équipe de l'Est, mais une belle victoire de la part des Suns, 120-98. Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle victoire de la part de nos Suns? Bah, fait du bien parce on avait perdu, c'était très frustrant la défaite à Toronto une dizaine de jours avant. Mm. Et là, on fait un bon match, on les a pris à la gorge de la réussite. Il suffit de regarder juste les box scores. Hein. Je ne sais même pas s'ils ont un titulaire qui fait plus de 25 minutes chez eux. Chez nous, c'est pareil, il n'y a pas un mec qui fait plus de 30 minutes. On a fait des différences assez nettes, assez rapidement. On a été capable physiquement d'être plus solide qu'on l'avait été sur le match d'avant. Eux, il faut un petit 9 sur 28 à 3 points alors qu'ils avaient été insolents de réussite lorsqu'on les avait joués. Bon, nous, on fait notre match. Tout le monde a rempli les cases. Ça n'a pas trop croqué. Puisque je vois que Booker ou Green, ils ont pris que 15 tirs chacun. Donc c'est plutôt cool. On finit. Voilà. Match maîtrisé, match même ennuyeux, personnellement, parce que ça c'est tellement. Début du troisième quart, c'était déjà terminé. Donc c'était une victoire qui fait du bien parce qu'on sortait quand même d'une semaine un peu compliquée. Ouais, Pierre, que ça a pensé un peu pareil, hein, rassurante cette victoire. Ah bah complètement, on était sur 5 défaites d'affilée. Il fallait relancer la machine et on l'a fait très proprement. On s'est facilité le match et bah, c'est toujours bien comme ça, hein, avoir des matchs comme ça où tu peux être un peu tranquille, faire jouer un peu tout le monde et redonner aussi un peu de la confiance à tout le monde. Donc non, un match facile. Je suis un peu d'accord avec Thierry, presque trop facile on dirait pour que ce soit palpitant. Mais voilà, nos titulaires ont été bons, notre banc a été pas trop mal. On a des petits joueurs qui ont joué, les Kobe Bryant, des choses comme ça, donc c'est cool aussi. On fait un peu jouer d'autres gens. Donc voilà, c'était un match rassurant, très rassurant même. Justement, le match le plus dur, on va dire sur le papier qui était le plus dur de la semaine, c'est le suivant, c'était la réception des Denver Nuggets. C'est un petit peu le match décisif hein, pour les Suns cette semaine. C'était celui qui pouvait encore nous donner un espoir pour aller chercher cette 6e place, même si déjà paraissait compliqué, mais on voyait bien que des équipes comme Houston et tout perdaient quand même des matchs. Minnesota n'a pas Anthony Edwards, alors ça les empêche pas de gagner, mais globalement, il y avait encore peut-être cet espoir et malheureusement, cet espoir, il est mort dans l'œuf avec une défaite 125-123 contre bah voilà, une grosse équipe de Denver. Hein. Les Denver complets, au contraire des Suns qui sont encore dépeuplés sur ce match. Toi, Thierry, cette défaite frustrante ou globalement l'important c'est j'aurai une stat par rapport à ça après, c'est d'avoir au moins été dans le match jusqu'au bout contre cette équipe de Denver. T'en penses quoi, Thierry? Bah, ce que j'en pense, c'est que si on se fait. Alors, tout le monde va se focaliser sur le match incroyable de Nikola Jokic, qui nous sort quand même 23 points, 17 rebonds et 17 passes décisives. Sauf que Nikola Jokic, il a un plus-minus de moins 5 hein, quand même. Hein. Donc, si vous regardez bien, c'est le banc qui nous met en difficulté Ouais. chez eux. Les très bons passages, notamment de Tim Hardaway, de Bruce Brown, et même du petit Julian Stratwater qui a fait beaucoup, beaucoup de mal sur son passage. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, c'est que ce match-là, je l'ai analysé un peu comme quand on jouait les Spurs, c'est-à-dire que face à ces équipes-là, alors 5 types, on est capable de vraiment de faire de bonnes choses. Et dès qu'eux font des rotations et que nous, du coup, on fait des rotations, on est beaucoup moins efficace sur cette partie-là. C'est frustrant. Maintenant, en face, il y a quand même une équipe qui, attention, on est dans le dernier virage là, du 100 mètres, là, et c'est la dernière ligne droite, et ils sont en train de déployer une foulée beaucoup plus importante que celle des autres. Denver, voilà, bon, une défaite embêtante,
il faudra peut-être regarder, je vous laisserai peut-être en parler, mais plutôt comment nous, nos joueurs, ont été capables est-ce qu'ils ont été capables de rivaliser, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a un ou deux joueurs qui sont un peu moins performants en ce moment. Ouais, Pierre, que ça a pensé? Après, j'aurais une stat à donner par rapport à peu près les derniers matchs. Vas-y, Pierre, t'en as pensé quoi de ce match, toi? Eh ben, frustrant d'un certain côté. Honnêtement, enfin, un super départ. Offensivement, je nous trouve bon. Défensivement, je trouve qu'il y a des choses à redire. Un peu quand même, on prend beaucoup de points là. Alors après, c'est toujours compliqué. Non, c'était contre cette équipe de Denver. Surtout que tu as déjà Jamal Murray qui est chaud en ce moment, alors contre nous, c'est pas son meilleur match de la semaine, mais qui est assez chaud. Comme disait Thierry, Tim Hardaway Jr. qui nous a fait beaucoup de mal en réussite, en impact et tout. Honnêtement, et la réalisation s'est pas trompée, ils l'ont beaucoup filmé aussi, ils l'ont interviewé après et tout. Parce que clairement, c'est lui qui fait gagner le match à Denver, honnêtement. Et nous, on est pas mal. Honnêtement, offensivement, j'ai trouvé que ça tournait. J'étais assez content offensivement quand j'ai vu le match. Je dis ok, ces deux équipes là, ça va scorer fort. Et ça a plutôt scoré fort. C'est quoi, c'est 123, 120. Je sais plus exactement quel 125, 125, 125 à Ouais, c'est 120. ça. 123, pardon. 123. Donc ça score quoi, ça score. Nous, voilà, un peu de Jalen Green qui a pas les meilleurs pourcentages de sa semaine alors qu'il fait 2 gros matchs les autres matchs là, un peu plus chaud. Mais non, c'est un match que j'ai bien aimé. Malheureusement on le perd, mais après voilà, on voit aussi que contre un Denver au complet, on n'est pas largué quoi. On n'est pas largué, ça c'est un peu une constante de nos défaites actuellement, c'est qu'on n'est pas largué. Et je te laisse la main, Mathieu, pour. Ouais, justement, c'est ça. Juste avant, on compte pas, je vais pas parler du dernier match contre Utah, mais la moyenne sur les 6 derniers matchs ou sur les 7 derniers, le différentiel avec les autres équipes, c'est moins 1,7. Ça veut dire que, déjà, on a quasiment que des défaites sur les derniers matchs avant hier soir. Mais en fin de compte, ça prouve qu'en fin de compte, même quand on perd, en fait, la moyenne, elle est très basse. C'est-à-dire qu'on perd de moins de 2 points de moyenne. On est toujours dans le coup, mais on n'arrive pas on n'arrive pas à tuer les matchs. On n'arrive pas à gagner ces matchs serrés actuellement. Je suis pas, on va pas revenir sur la décision de Booker pour un 3. Je trouve que c'est pas une Ouais. mauvaise décision en soi. Moi, celui-là, il m'a pas choqué, donc il aurait pu le mettre. Après, on va pas se mentir, sur ce match-là, les pourcentages sont pas fous quand même. Ouais. Je veux dire, Booker, il a 35%. Gillespie, on pourra en dire un mot, qui est quand même une semaine compliquée. Fleming, il sort un 0 sur 6. C'est pas habituel, hein. Rachir Fleming qui sort un 0 sur 6 en sortie de banc. Donc, globalement, c'est des. 3 petites pertes de Vas-y. balles seulement dans le match, pour nous. C'est une Ouais, stat, ça compense. ouais. Ça Enfin, compense, on a c'est été vrai. propre. On a été Ouais. propre. Bah, même en passe, c'est vrai que Booker était bon, 8 passes. Jalen Green qui fait 6 rebonds, 6 passes. Faut reconnaître qu'il c'est plutôt lui aussi commence à retrouver un rythme intéressant. Donc, mais c'est frustrant parce qu'il y a de l'importance dans ce match. Il y a un adversaire, un gros adversaire, et en plus, il y avait ce côté classement qui pouvait jouer. Voilà, pas grand-chose. Ce qui est plutôt positif sur cette semaine, avant qu'on passe vers les matchs, c'est qu'on a joué que 3 matchs. Il y a eu quand même beaucoup de repos parce que les Suns n'ont pas rejoué pendant 3 jours après le match contre Denver. Et justement, ils ont joué hier soir contre le Utah Jazz. Alors, le Utah Jazz, les gars, c'est l'équipe de G-League, du Utah Jazz. Il n'y a personne. Vraiment, c'est vraiment là, c'est le bout de banc du bout de banc, à part des petits joueurs sympas comme Philippe Oski, Sensabog, mais globalement, il n'y a plus personne. Et c'est une grosse victoire. 134 à 109 contre Utah. Toi, Thierry, je te repasse la main pour ce dernier match. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'important à dire? C'est un match maîtrisé. On peut dire ça comme ça. T'en as pensé quoi, toi? Il n'y a personne en face. Non, mais clairement, il n'y a personne. Et je crois qu'on fait plus 20 dans le premier quart. Enfin, à un moment donné, il y a 37-17, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un scandale. Et, ça, c'est un vrai sujet. On parle du tanking. Mais à un moment donné, il va falloir m'expliquer comment Utah peut avoir autant de blessés. Et ils ont leurs 6-7 meilleurs joueurs. Il y avait Bailey qui jouait. Il va falloir arrêter de se moquer un petit peu de tout le monde. Oui, bon, un match j'ai regardé le condensé, même pas le all possession, j'ai regardé le condensé, tellement c'était nul. On s'ennuie en fait. Voilà. Après nous, on a fait le job. Ce qui est bien, c'est qu'on se remet en selle. Grayson Allen qui retrouve un peu de rythme, c'est pas trop mal. On limite Booker. Je pense que Booker joue blessé. En tout cas, il a un petit souci physique qui fait qu'il va Il joue moins au 34 cercle. minutes.
quand même. Hein. Ouais. Il joue 34 Ouais, minutes. Hein. 34, mais voilà, 14 petits shoots, 8 passes. Dans le jeu, beaucoup moins agressif, même s'il aime bien aller à mi-distance. Il va chercher des fautes à mi-distance plus que près du cercle. Ouais, je sens qu'il est en gestion actuellement. Donc voilà. Écoute, on a ouvert le banc. Ça permet à tous ceux qui ont été blessés et qui sont revenus de retrouver de la confiance. C'est plutôt intéressant. Mais bon, voilà, ce match-là, si on ne l'avait pas pris, on aurait pu quand même se poser des questions. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Je t'ai dit des bêtises. Il n'a pas joué 34 minutes. Ce que j'allais dire. J'étais sur la fiche du match précédent. Il joue Excuse-moi. 26 minutes. Il joue Il joue 26 minutes. De toute façon, le dernier quart, ils n'ont pas joué, les titulaires. Ouais. À part qu'il explique. Toi, Pierre, qu'est-ce que ça a pensé rapidement de ce petit match? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, un peu comme les Raptors, on l'a plié très vite. Et c'est bien, il faut se faciliter ces matchs-là. Voilà, au moins, on réfléchit pas. On n'est pas dans le doute. Jalen Green, il fait un gros début. Là, il met 2-3 très vite. On est devant. Voilà, honnêtement, c'est bien. Quid un peu de Gillespie, hein, qui est 0 sur 8. C'est bon, il fait des passes, il est dans le jeu, mais il n'est pas très en réussite en ce moment, hein, clairement. C'est donc et on en avait parlé en plus quand lui est pas en réussite. Bah, c'est quand même pour ça qu'on le met, hein, parce que c'est quand même un shooter compétent normalement. Donc voilà, donc peut-être les petits quid de lui. Après le reste, honnêtement, on a roulé sur une équipe de G-League, ouais, comme tu l'as dit, hein, clairement. Ouais, petit big up pour des joueurs comme C. Gently, qui a mis ses premiers points en carrière face à Toronto pour nous. Et Ouais. je crois Kobe Bry aussi, hier soir, Ouais. il a mis ses points. Non, il avait déjà scoré. Non, il a Kobe Bry déjà scoré. Ouais, il a déjà scoré. Ouais. Ok, mais qui a mis un beau 3 points. Mais voilà, pour C. Gently, ok, premier point. On rappelle, c'est un jeune joueur de G-League qui a été drafté, qui a été signé en two-way, mais qui fait partie quand même de l'équipe. Je pense qu'il a un petit avenir, donc intéressant. Mais oui, grosse victoire hier soir contre Utah, tranquillement, contre l'équipe vraiment de Z de Utah, faut le dire. Mais oui, on peut reparler. Enfin, le tanking, c'est pas les seuls. Hein. On va pas commencer. Il n'y a pas que Utah. Hein. On peut parler de Washington Washington, c'est celui qui me dérange le plus parce que Washington, sur la fin de saison, là un peu moins. Mais c'est des genres d'équipes qui met leurs titulaires les trois quarts temps. Et quand ils sont serrés en fin de match, en fait, et en fin de compte, le dernier quart, ils mettent que des remplaçants de fin de bon qui vont jamais jouer. Je trouve ça un peu, honnêtement, honteux. On peut parler des Pacers, la défaite qu'ils ont fait contre les Clippers. Je dis pas qu'ils l'ont fait exprès, mais on peut se poser des questions quand même au bout d'un moment. Donc bon, on va pas revenir là-dessus. L'important c'est les Suns et c'est une belle victoire. Donc une semaine, donc en 2 victoires, une défaite. Bon, le classement, donc actuellement, les gars, on est 7e, il n'y a rien qui changera. Aujourd'hui, on a 3 matchs d'avance. C'est ça qui va importer beaucoup. On a 3 matchs d'avance sur les Clippers qui poussent fort, qui ont un calendrier, moi personnellement, je trouve très simple pour les Clippers. Je pense qu'ils peuvent faire, je dis pas qu'ils peuvent faire globalement un 10-0 en comptant les matchs précédents, mais moi je pense qu'ils peuvent en perdre que 1 ou 2. Donc il va falloir que les Suns soient sérieux jusqu'au bout. Thierry, toi, tu penses que les Clippers ont vraiment encore l'opportunité de revenir ou tu penses que les Suns, normalement, devraient assurer cette 7e place? Il reste quand même plus beaucoup de matchs. Hein. Ouais. 3 matchs, c'est beaucoup. Hein. 3 matchs, c'est quand même beaucoup. Pas 3 matchs, je te dis Nicolas. 3 matchs. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il reste, regarde, aujourd'hui, on a joué 74 matchs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils gagnent tout. Nous, tu vois, sur les 8, on va dire que si on reste sur notre moyenne, on devrait en gagner 5. Hein, 5-3. C'est vrai qu'il faudrait faire un perfect. Déjà, non. Je pense que ça va être trop court pour les Clippers. Maintenant, attention qu'on ne réédite pas ce que la semaine qu'on avait fait la semaine précédente. On n'a pas non plus un calendrier. Voilà. On ne fait pas 8 matchs contre le top 3 de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'on va en prendre. Voilà. Ils sont partis de trop loin. C'est compliqué. On a gardé une bonne dynamique. C'est notre semaine dernière. Si la semaine dernière on fait 2-2 au lieu de 0-4, le game est plié. Donc non, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. Cette 7e place reflète la saison. Donc on devrait la garder. Ouais, Pierre, pareil. Tu penses que ça devrait le faire? Oh bah oui. Puis honnêtement, cette 7e place, elle a été à nous toute la saison. Donc au bout d'un moment, il faut nous la laisser. C'est à nous. On est cette équipe-là en plus. On est une 7e. Quand je vois les équipes au-dessus, bah, je suis pas choqué. Et les équipes en dessous, honnêtement, on a été largement meilleurs qu'eux tout le long de la saison. Donc honnêtement, on la mérite et je pense qu'on va aller la chercher et qu'on va la garder.
Je suis plutôt d'accord, ça devrait le faire. Par contre, ça risque d'être un gros match contre les Clippers au play-in, parce que ça sera nos adversaires. Donc ça va être une sacrée bataille. Passons tout de suite à la section suivante pour parler un petit peu de ce qu'on a aimé, les tops et flops. Alors Thierry, qu'est-ce que c'est que tu nous proposes cette semaine? Un top, un flop? On t'écoute. Alors, au milieu de deux blowouts, Raptors et cette nuit Utah, moi, ce que j'aime bien, je vous ai trouvé un peu dur la semaine dernière, mais j'aime bien le développement de Kaman Malwak. Je trouve assez intéressant ce qu'il est en train de proposer sur ces derniers matchs. Alors certes, il bénéficie de garbage 2 fois cette semaine, mais écoute, il va. Le premier match, c'est face aux Raptors, où on va lui donner quand même un temps de jeu. Il va prendre 17 minutes. Il a un plus-minus de plus 19. Voilà, 7 points, 7 rebonds. Voilà, je trouve ça très intéressant. Face aux Nuggets, c'est là aussi où il faut être attentif de temps en temps à son passage et à ses stats. Il va jouer presque 11 minutes de jeu. Il a un plus-minus de plus 5. Et il viendra mettre 2 contre 6 points. Donc je trouve intéressant parce qu'on le trouve près du cercle. C'est pas il n'a pas une grosse technique offensive, mais il commence à comprendre que il est plus grand que tout le monde, qu'il est plus long que tout le monde, et il est plutôt rapide sur son exécution. Il a descendre le ballon, donc il faut qu'il le garde haut, mais il est plutôt rapide, donc je trouve ça intéressant. Et puis cette nuit, il nous fait un nouveau bon match avec du contre. On l'a bien trouvé près du cercle. Voilà, moi je voulais signaler sa vraie progression. Je pense que sa ligne de statistiques au global, elle doit pas être, on doit pas quand même trop la regarder, parce que je pense que sur ses 20 premiers matchs, il a joué 1 minute 30, donc ça a bousillé clairement ses stats. Mais voilà, moi je suis en train de voir vraiment ce potentiel. Je pense qu'il faudra 3 saisons pour commencer à voir vraiment qui il est. Mais je pense que c'est un joueur, s'il arrive à rapporter sur ses passages, ses 2 contres, ses 4-5 rebonds et ses 4-5 points, eh ben, ça veut dire qu'il est en train de s'imposer comme un backup viable en attendant que Mark Williams revienne. Donc voilà, c'est des vrais progrès. On ne se rend pas compte en fait d'où la difficulté de ce genre de gabarit, d'un joueur qui a commencé le basket il y a 3-4 ans, ça il faut aussi le rappeler, et il y a beaucoup de fondamentaux, et athlétiquement, je pense que c'est un joueur qui avait 2 minutes d'autonomie en début de saison parce que ça allait trop vite. Non, des vrais progrès, et je suis très très curieux de le voir dès l'été prochain, de voir le travail physique, parce que je trouve que physiquement il s'est étoffé. Donc félicitations à lui, et ça représente bien aussi le bon travail de notre staff qui a pris son temps de le faire jouer en G-League, et de pas trop de l'exposer non plus, parce qu'un pick 10, on est toujours très exigeant avec les joueurs draftés dans le top 10 de la draft. Ouais, Pierre, toi aussi, tu es plutôt satisfait des perfs de Malouak, c'est vrai qu'il a été très bon contre contre Denver, qui a joué 10 minutes et qui a été très performant. J'aurais bien aimé le voir même un peu plus. Toi aussi, plutôt satisfait de la progression, on peut dire ça comme ça, Ah de oui, Malouak. complètement, complètement. Honnêtement, physiquement, il est très impressionnant, hein. Les 2 gars qu'on a draftés qui jouent là, que ce soit Fleming ou lui, physiquement, c'est quand même très très impressionnant. Défensivement, il est vachement en drop, il essaye de contrer, il prend pas trop de fautes non plus, parce que souvent les pivots rookies, ils prennent beaucoup de fautes. Là, honnêtement, il en prend pas trop, donc c'est assez propre. Je l'aime bien, comme a dit Thierry, voilà, c'est du futur aussi. Ne nous attendons pas à un titulaire NBA dès l'année prochaine, clairement pas. Mais par contre, je suis content qu'il puisse jouer. Voilà, qu'il puisse faire ses armes contre les vrais mecs de la NBA. Honnêtement, il fait ses armes, et on voit qu'il peut potentiellement avoir une utilité dans notre équipe pour le futur. Et c'est ce qu'on lui demande avant tout, hein. Quelqu'un d'aussi jeune, on savait que ça allait pas être notre titulaire tout de suite. D'autant plus qu'on a gagné des matchs. Si on avait été nul toute la saison, peut-être qu'il aurait joué plus. Mais là, on a gagné des matchs, on avait besoin de gagner des matchs. Donc il a un peu moins joué cette saison. Par contre, sur cette fin de saison, il a du temps de jeu, il répond, il montre qu'il évolue. Et c'est aussi ça qui est important chez les rookies, je trouve, au-delà du niveau de base, c'est de voir qu'ils ont une courbe. Ils ont une courbe, ils montent, ils sont de mieux en mieux. Et honnêtement, pour lui, c'est clairement le cas. Donc non, c'est une satisfaction. Ouais, ça prouve surtout qu'il faut jouer, quoi. Mais moi, je vais être Ah honnête, bah, le,
il faut qu'il joue. C'est pour ça qu'on on verra, on parlera en fin de saison de l'avenir de Mark Williams. Parce que, alors, je reviens sur Thierry quand même, qui a dit que c'est vrai que pour un joueur comme Kaman, il va lui falloir c'est un poste précis quand même, pivot, il est jeune et tout, il lui faudra du temps pour vraiment continuer à progresser. Et c'est vrai que là, on voit bien que plus il enchaîne les matchs, plus quand même on reconnaît qu'on peut se dire le joueur il évolue. On le voit sur le terrain. Et c'est vrai que si demain il se retourne sur le banc à jouer que plus rien, je serais un peu frustré en tant que fan des Suns. Mais on en parlera plus tard. Ça sera un débat intéressant en fin de saison de l'avenir et de la suite de nos Suns. Bon, t'écoutes, toi, Pierre, qu'est-ce que tu as cette semaine? Un top, un flop? T'as quoi de J'ai bon? j'ai un petit top. J'ai un petit top parce qu'il m'a fait plaisir. J'ai eu plaisir à le voir jouer cette semaine. C'est Jordan Goodwin. Il nous a manqué quand il n'était pas là. Et honnêtement, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. C'est un joueur qui est fiable déjà offensivement et ça c'est cool. D'avoir un mec fiable, tu sais ce qu'il va faire, voilà. Et puis c'est un mec que j'aime bien. Il a des mains, il va embêter les mecs en défense. Il a l'énergie un peu de hustle. Honnêtement, il me fait plaisir. J'avais envie d'en parler un peu. Voilà, je me suis dit quel top je pourrais prendre cette semaine parce que j'ai envie de dire un top quand même parce que on a quand même fait une belle semaine et voilà, Jordan Goodwin, honnêtement, contre les Raptors, il met 14 points, il fait plutôt un bon match. Il prend 7 rebonds, tu vois, c'est quelqu'un qui prend toujours du rebond. Enfin, il est dans l'énergie, honnêtement. Voilà, c'est un joueur qui est très agréable à avoir dans l'équipe. Et je suis toujours très content quand il est là, avec son masque. En plus, il a le petit branding un peu sympa. Donc voilà, c'était Jordan Goodwin en top. Ouais, moi aussi c'est un petit top pour prolonger toi. C'est Ryan Dunn. En fin de compte, c'est globalement le banc qui est quand même assez satisfaisant de manière générale cette saison. Mais c'est vrai que on a de l'énergie qui sort du banc. Quand je pense à Jordan Goodwin, à Ryan Dunn, maintenant à Fleming, je pense à Grayson Allen qui aujourd'hui est vraiment un petit peu notre meneur du banc. Mais moi j'ai Ryan Dunn cette semaine et je trouve que c'est un bon complément de Goodwin où Ryan Dunn il a été absent un match cette semaine, c'est contre Denver et je trouve qu'on l'a ressenti. Je trouve ça assez fou de dire ça, mais j'ai ressenti cette absence de Ryan Dunn contre Denver parce que c'est quand même un joueur là, c'est sur cette dernière, on va dire les 2 dernières semaines, bah, c'est un joueur qui a retrouvé de la confiance. Contre Toronto, il met 12 points, 5 sur 8 et dont 2 sur 4 à 3 points. Hier soir, il joue contre Utah. Alors, il joue un petit peu quand même en quatrième quart-temps, mais ça n'empêche que voilà, il va mettre 9 points, 4 sur 7. Je l'ai vu tenter des moves que j'ai l'impression que je n'ai pas vu depuis le début de sa carrière avec nous. Je trouve qu'il a l'air d'avoir une progression, là, Ryan Dunn, dernièrement. Je pense que peut-être l'avoir mis sur le banc, ça lui a mis un petit coup au moral quand même, et il a voulu montrer des choses. J'ai l'impression, je vois un petit peu de Dylan Brooks en lui, c'est-à-dire il essaye de un petit peu prendre un peu de lui. Et moi, ouais, Ryan Dunn, bah, en fin de compte, là, je suis en train de me dire, on l'avait sorti de la rotation ces dernières semaines, on s'était dit c'est fini, Ryan Dunn et tout. Même d'autres médias avaient dit, ouais, Ryan Dunn, il passe derrière tout le monde. Et là, je suis en train de dire, attends, non, mais Ryan Dunn, en fait, non, faut qu'il joue parce que déjà, il prend des rebonds. Offensivement, bah, en fin de compte, là, dernièrement, il n'y a plus grand-chose à lui reprocher parce qu'il rentre ses shoots. Il met de l'énergie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Thierry, qu'est-ce que t'en penses ce duo? On va prendre celui de top aussi de Pierre. Goodwin, Ryan Dunn, qu'est-ce que t'en penses de ces deux joueurs-là? Goodwin, c'est un joueur très important et pour moi, ça doit être la priorité en fin de saison de re-signer ce joueur-là. Tu as besoin de ces joueurs, ces energizers qui sortent du banc, qui vont t'apporter du shoot, lui, il est capable d'aller pénétrer. Il est surtout, je me demande au temps de jeu si c'est pas le meilleur rebondeur offensif sur les lignes arrière en NBA. Il est fort, hein. C'est incroyable. Il Voilà. a des stats Ça, de ouf, Goodwin. ouais, donc ça, c'est important. Donc voilà, je me rappelle avoir vu ce potentiel lors de son premier passage, où il était intéressant, même c'était plus sa sélection de shoot qui était problématique. Voilà, il a progressé, il est en train d'arriver à maturité, c'est devenu un vrai joueur NBA. Donc voilà, c'est important. Ce joueur-là, c'est tombant. C'est le joueur qui peut traverser un match quand ton 5 est dans le dur. Puis il prend beaucoup la parole, il a beaucoup cette énergie, cette communication, qu'il soit sur le banc ou sur le terrain, sur chaque panier. Donc ça, c'est important. Et après, pour parler de Ryan Dunn, il y a beaucoup de facteurs. Je pense que déjà, il a épuré un peu il épure un peu ses shoots. Il évite d'attaquer le cercle là quand il y a deux joueurs où il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas un gros toucher. Et puis peut-être aussi qu'on le sert mieux. Enfin, le sert mieux. C'est-à-dire qu'il est dans un 5 plus homogène par rapport à ses qualités. Et on joue plus rapide aussi, les gars. Regardez, on est quand même une
une des pires paces de la NBA. Mais on joue beaucoup plus. Dès qu'on récupère un ballon en rebond ou autre, on joue beaucoup plus vite. Et lui, c'est un joueur de transition. Et regardez le nombre de paniers sur transition qu'il va mettre, c'est important. Donc voilà. Je suis très content parce que c'est un joueur sur lequel on se pose des questions. Mais effectivement, quand il est comme ça, c'est des profils qui sont importants à avoir. Donc j'espère qu'il continuera à progresser parce que c'est sa deuxième saison et que la troisième qui arrive, elle est toujours décisive pour savoir quoi faire d'un rookie lorsqu'on l'a drafté. Et j'ai une stat là pour finir sur cette section par rapport à Jordan Goodwin. Jordan Goodwin, il rentre dans un cercle ultra précis, comme tu as dit, des arrières qui prennent beaucoup de rebonds. Sur tous les arrières dans l'histoire, donc il prend un peu. Alors je ne sais pas s'ils prennent en compte 9%. Alors il a 9,3% de rebonds. Je ne sais pas si ça prend en compte de manière globale ses rebonds à lui ou celle de l'équipe. Mais en tout cas, en rebond offensif, il est à quasiment 10%, et en style, il est à quasiment 3%. Et il rentre dans un cercle précis. Les seuls joueurs qui sont dans cette stat, c'est Magic Johnson, Clyde Drexler 4 fois, et Tony Allen. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est fou. Globalement, Ouais. il est dans un cercle très précis. Jordan Goodwin, c'est assez impressionnant. Donc ouais, ça fait plaisir son retour aussi impacte les Suns. Globalement, c'est des joueurs importants pour nous. Je vous fais un petit récap pour cette semaine. Donc pour Pierre, on vient de le dire, Jordan Goodwin. Pour moi, Ryan Dunn. Et pour Monsieur Thierry Kaman Malouak, évidemment, comme d'hab, dans les commentaires, dites-nous si on n'a pas parlé de petits top flops qu'on aurait pu préciser. Peut-être Jalen Green qui a fait quand même une bonne semaine. Entre autres, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va passer sur la dernière section, les Predictions. Juste avant de vous lancer sur les predictions, petite info actualité. Donc, Dillon Brooks pourrait revenir contre Orlando. Voilà, c'est les rumeurs que moi j'ai retrouvées, que j'ai entendu un petit peu. Ils se rapprochent tout doucement. Alors pour l'instant, ils reprennent à peine les 5 contre 5, lui et Mark Williams. Mais Dillon Brooks, je pense, se rapproche. On l'avait dit début avril. Il devrait revenir bientôt. Donc, à voir. On sait très bien que l'équipe, c'est pas la même avec Dillon Brooks sur le terrain. Ça peut être qu'une bonne chose avant la fin de saison. Et donc maintenant, on va se projeter sur ce calendrier de cette semaine. Hop, que je vous retrouve ça sous les yeux. Clac, 3 matchs cette semaine. 3 matchs à l'extérieur. Ça y est, on repart. On n'est pas resté longtemps chez nous. Un déplacement. Donc lundi, ça sera lundi soir, évidemment, du côté des Grizzlies. Ensuite, on va enchaîner. On repart à l'Est, encore une fois, petit déplacement du côté d'Orlando. Et ensuite, on va finir vendredi avec un déplacement. Évidemment, jeudi soir, déplacement du côté des Charlotte Hornets. Thierry, je te laisse. Qu'est-ce que tu penses de cette semaine? Est-ce que tu penses qu'on va faire une belle semaine? Beaucoup de victoires? On t'écoute. Écoute, moi, par rapport à la semaine, ces 3 déplacements, je pense très sincèrement que cette équipe, que notre équipe, maintenant qu'on est en train de revenir complet, on peut réellement poser des vraies difficultés parce qu'on va avoir plus de profondeur. Le retour de Dillon Brooks va être important. Alors peut-être pas, il faut peut-être pas s'attendre dans le jeu à tout de suite, notamment offensivement, le retrouver du peps, mais son influence fera du bien. Memphis est en difficulté toute la saison, les blessures, les trades et puis le Camorant voilà, qui les ont plombés. Orlando vient de gagner, mais était sur 6 ou 7 défaites d'affilée. Et Charlotte, belle équipe, mais qui nous a bien réussi, parce que c'est des chiens fous et on a su les maîtriser. Écoute, moi je vois un perfect la semaine prochaine. Je pense on est en train de monter en puissance. Ce que je suis en train de voir me plaît défensivement. Offensivement, c'est en train de revenir. Jalen Green, sa réussite, mais c'est pas sa réussite, c'est son premier pas, moi, qui me fait du bien. C'est-à-dire qu'il est capable, il fait enfin des vraies différences. Je pense que physiquement, il est en train de retrouver des choses. Même si c'est un joueur, je sais pas si vous le regardez shooter, mais il est jamais sur ses appuis. Enfin, il est toujours en déséquilibre. Il est toujours un peu décalé. Ouais, donc quand il va se discipliner, il sera certainement encore plus efficace. J'aime bien parce qu'il prend du mi-distance et du mi-distance bien pensé là de temps en temps, et c'est plutôt efficace et plus efficace à la passe. Voilà, écoute, moi je nous vois gagner ces 3 matchs-là. On n'est pas les rois du déplacement, mais j'ai l'impression que Booker joue un peu avec le frein à main parce que physiquement c'est un peu compliqué, mais il distribue bien. Par contre, il y a une chose, Booker, c'est qu'à un moment donné, quand il faut prendre des shoots importants, il
s'échappe pas, il les met. Donc voilà, semaine parfaite pour nous et qui nous permettra dès la semaine prochaine d'avoir validé notre 7e place. Belle. Eh ben dis donc, je l'aurais pas attendu celle-là. Et toi, Pierre, vas-y, on t'écoute. Eh ben, j'étais dans l'hésitation entre le 2-1 et le 3-0. Pour moi, le seul match un peu compliqué potentiellement, c'est les. En fait, il y a deux choses. C'est le Magic. Pour moi, on prend les Grizzlies sûr. Enfin, sûr. Pour moi, on doit prendre les Grizzlies. Le Magic, les deux matchs, c'est juste après les Grizz. Donc, peut-être de la fatigue, des retours, je sais pas trop. Donc, il me fait hésiter. Et les Hornets, il me fait hésiter. Mais je suis d'accord, on les a gagnés. C'est plutôt les résultats à l'extérieur qui me font un peu douter. On est quand même vachement moins fort à l'extérieur qu'à la maison. Quand on regarde, je crois qu'on n'est même pas à 50%, je crois, en extérieur. Je crois qu'on a perdu plus de matchs qu'on en a gagné. Donc, je vais laisser Thierry être seul 3-0. Je vais partir 2-1. Mais je pense que le 3-0 sera pas mal. En tout cas, je l'espère. Et je préfère qu'il fasse 3-0 que 2-1. Hein. Moi, je m'en fiche. Ouais. Je suis d'accord. La même. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, je trouve, par contre, de back-to-back sur cette fin de saison. Ouais. Qu'est-ce qu'on enchaîne? C'est pénible. Quand je vois les Clippers, qu'on n'en pas un seul, je crois, globalement, C'est très j'avoue, je trouve bizarre. ça assez On a fou. plein de back-to-back. Ouais. Et encore après, les semaines d'après. Ouais, donc je trouve ça un peu dommage. Moi, je te suis, Pierre. Je mets 2-1. Je pense que si rien qu'on fait 2-1, je trouve que ça reste une semaine correcte, même bonne. Je pense que oui, les Grizzlies, tu dois gagner. Déjà, Tu dois. de toute façon, cette saison, il y a des adversaires là maintenant, tu n'as plus le droit de perdre. Si tu veux dire que la 7e place, tu veux pas être rentré dans le doute, il faut gagner ces adversaires-là. C'est un peu comme le Utah Jazz, hein. Le Grizzlies, tu es obligé de le plier normalement. Ça serait bien de plier celui-là. Comme ça te permet d'arriver à un minimum en forme avec tes cadres contre le Magic. Je pense qu'on peut tous les prendre. Je suis plutôt d'accord avec Thierry. Surtout si on a un retour de Dillon Brooks, entre autres, qui est un joueur qui va impacter tout de suite, même s'il va peut-être pas jouer 35 minutes. C'est un joueur qui va te faire du bien. Voir Mark Williams, à voir aussi où il en est, mais c'est des joueurs qui vont impacter l'équipe. Mais je reste pas perplexe, mais je reste sur 2-1 parce que je pense qu'à l'extérieur, on peut en perdre un. Ça reste des grosses équipes, genre les Charlotte, on se rend pas compte, mais cette fin de saison qu'ils font là, c'est la folie. Hein. Charlotte, c'est très 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 fort. Donc voilà, je reste sur 2-1. Ça sera une bonne semaine, je pense, de manière globale. Je vous donne les pronos des copains. Donc Bastien, il est en 2-1 aussi. Putain, j'aurais dû mettre en autre chose en fait. Et, et je crois qu'il l'a pas mis. Ah si, 2-1 aussi. 2-1 Ah bah aussi, non, 2-1 aussi. alors non, je change alors. Non, je prends pas 2-1. Je mets 3-0 comme Thierry alors. Je change parce que ça sert à rien si je mets 2-1. C'est du calcul tout ça. Là. Voilà, maintenant, désolé, il n'y a plus d'amour ou quoi, c'est de la tactique. Donc non, là, je mets 3-0. Allez, 3-0, je te le mets en direct. Je mets 3-0 parce que sinon, en fait, je ne vais jamais rien rattraper. Donc, allez, je tente. Pour la semaine dernière, on est quelques-uns à avoir trouvé le bon score parce que si je dis pas de bêtises, moi, j'ai gratté un point, j'avais mis 2-1 aussi. Je sais pas, tu as les stats, toi, Pierre, de la semaine dernière? J'ai les stats. On a tous mis des points, sauf Bastien. On était tous à 2-1 la semaine dernière, sauf Bastien qui était 1-3. Donc, on a tous mis des points. Donc, là, dans le classement, ça fait. Je regarde. Je suis à la première place avec 10 points. Bastien a 9 points. Thierry 8. Toi 8. Et Corentin 7. Ouais, c'est serré, hein. Donc, c'est serré. Ça se bataille. Mais il reste plus beaucoup de semaines. Donc, là. Ça va être chaud. Là, ça sent bon pour Pierre. Ça sent bon pour moi et ça sent mauvais pour Corentin. Ouais, il aura la cuillère de bois, lui, comme ça il saura. Mais voilà, pensez évidemment, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez pour cette semaine. Je pense que la plupart d'entre nous seront positifs. Est-ce que vous avez un petit mot, quelque chose qu'on n'a pas parlé, ou hors Suns, évidemment pas vraiment, mais vas-y Thierry. J'ai deux choses. La première, je vais vous donner une date, le 19 décembre 2021. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comme ça, non. Ouais, un autre détail. Sachez que depuis le 19 décembre 2021, nous avons effectué 203 matchs à domicile et que ces 203 matchs se sont joués à guichet fermé. Voilà, c'est une stat qu'on a passé les 200 matchs consécutifs. C'est beau. Ça montre que même dans des années compliquées, le public répond présent. Et ça montre que si Phoenix, c'est le ville de retraités où on vient chercher le soleil, en fait, non, il y a un vrai engouement et c'est vrai que ce public-là,
est fidèle et présent. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est ma première stat. Et enfin, aussi, je vais vous donner une autre info. Sachez que cette nuit, les Arizona Wildcats en NCAA ont gagné et battu l'équipe de Purdue et accèdent au Final Four. Ouais, accèdent au Final Four. Donc c'est une vraie performance puisque derrière, ça, voilà, on suit les Suns of Phoenix, mais globalement, on regarde un peu ce qui se passe en Arizona. Voilà, moi, ça m'a rappelé qu'en 97, j'étais devant ma télévision, je m'étais levé en pleine nuit sur une chaîne qui n'existe plus pour regarder le dernier titre des Arizona Wildcats, avec notamment un certain Mike Bibby qui était à la main. Donc voilà, et peut-être que cette fois, Arizona, avec une très très belle équipe, pourra aller décrocher ce fameux titre très prestigieux. Ouais, ils ont fini premier de leur saison, les Arizona Wildcats. Ils n'avaient pas été dans l'Elite 8 depuis 2015, donc déjà ça remonte. Mais pourtant, c'est une franchise incroyable. Je pense à des joueurs comme même McConnell, qui était passé, TJ McConnell, qui est passé par les Arizona Wildcats, entre autres. Mais oui, super, ça a profité d'essayer d'aller regarder. Il y a moyen de regarder en plus, donc faut profiter, c'est super bien. Sur Si Bein, tu peux. sur Disney, ils sont. Sur Disney Ouais, aussi. sur Disney, Il y a tous les matchs. Pas l'apologie, mais ils Ouais, ont désolé, mis moi non plus. toute la March Madness et Ouais. effectivement hyper intéressant, en plus du replay. Et je Ouais. trouve que voilà, le basket universitaire a son charme. Ça permet, on va commencer tout doucement à jeter un coup d'œil, puisque on n'est pas concerné, mais la draft arrivera vite. Et c'est toujours un moment excitant. Ouais, il y en aura en plus des joueurs qui seront draftés. Et aussi, hors basket, mais il y a aussi la saison de baseball qui recommence pour les fans, les Diamondbacks qui sont une équipe sérieuse en baseball. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi, c'est très sympa. Après, il faut aimer. C'est vrai que c'est pas un sport très français, le baseball, mais la saison reprend, c'est très 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 cool aussi. J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Ah oui, j'y pense juste à une petite question avant qu'on finisse. Vous l'avez vu cette semaine, que ce soit vous, Pierre, toi et Thierry, l'extension pour les billets, on rappelle, donc il y aurait deux nouvelles franchises qui sont Las Vegas et donc le Seattle qui va revenir, qui était déjà une franchise qui existait il y a quelques années. On sait qu'on sera impacté par rapport à ça, tout simplement parce qu'on ne peut, simplement ces équipes vont être construites grâce aux joueurs des autres équipes. Voilà, ils vont piocher un joueur dans chaque équipe. Regardez, il y a plein de vidéos pour expliquer. Aujourd'hui, les Suns, ils devront laisser trois joueurs entre guillemets libres. Alors c'est trois. Alors attends, parce que du coup c'est selon le nombre de joueurs sous contrat, mais les Suns c'est 3. Ah ouais. Ok, parce que je pensais que c'était un nombre de joueurs. En fait, tu prends ton effectif et tu protèges 9 joueurs. Ouais, dans l'autre, tu en bloques 9. Tu bloques 9 et après le reste. Ça, c'est toujours problématique. Il y aura une question. Alors évidemment, donc il y aura 3 joueurs des Suns qui seront libres. Il n'y en a qu'un seul qui peut être pris. C'est-à-dire que si Seattle choisit un des 3 joueurs des Suns, c'est fini. C'est-à-dire que les autres reviennent dans la franchise des Suns et ils ne peuvent plus être pris. Vous, on n'a pas réfléchi, on en reparlera sûrement un moment plus tard, mais vous aujourd'hui sur le papier, là tout de suite, pour finir cette émission, quels seraient les 3 joueurs malheureusement qu'on laisse, entre guillemets, être libres, qui pourraient être choisis? C'est dur parce qu'on est d'accord que c'est 2000. C'est pour quel. C'est dans un an ou dans 2 ans, 2028? C'est 2028. Ça serait la création. Alors là, attends. Ouais, ils disent au mieux 2028. Au mieux 2028. Ouais, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, si tu devais choisir parmi l'équipe qu'on a là, qu'est-ce que tu laisserais? Non, c'est intéressant, je trouve ça rigolo comme question. Alors, on enlève les toués. On va vraiment sur les joueurs sous contrat. Toi, Pierre, aussi, évidemment. C'est pas facile. Tu sais que tu laisseras au moins un joueur sympa partir. Là, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui. C'est juste, je trouve ça sympa à faire juste au moment voulu. Alors, on a 14 joueurs sous contrat. 15 joueurs. On a 15 joueurs. Pourtant, moi, à mon avis, c'est plus. Moi, je pense non, je suis sûr que non. Oui, t'as raison. Oui. Aujourd'hui, ça serait plus. Mais si t'enlèves en 2028, imaginons que t'enlèves tes contrats, en fait, ça en ferait que 3. Je sais que ça veut rien dire, globalement. Je sais pas, mais je serais pas positionné comme ça. Ouais, il faudra qu'on en débatte. On en reparlera. Qu'on voie ces choses-là. Après, c'est plus. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça fait toujours bien. Après, c'est tout ce que je dis, tout ce que j'entends, ça me fait pas trop. Voilà, on sent quand même qu'il y a quand même des choses. C'est un aspect pur business dans le sens où
où déjà ça a beaucoup filtré que une franchise comme Las Vegas, qui ne serait pas rachetée, ou en tout cas pas d'investissement de LeBron James, mais aurait déjà ciblé Bronny James pour l'expansion, pour avoir la famille James et de la médiatisation. Voilà, je suis content pour Seattle, parce que c'est une vraie, pour ceux qui ne l'ont pas connu, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, vous n'avez pas dû connaître, Seattle, c'est une vraie terre de basket. Voilà, ça a été un déchirement quand cette franchise a déménagé à Oklahoma. Las Vegas, c'est pure business, voilà, clairement. Je trouve que si on est dans les franchises, dans les villes basket, il y avait quand même des villes qui sont absentes. Voilà, Las Vegas, clairement, c'est une ville, il y a 50 ans, Las Vegas, c'est un désert. Donc, pour Las Vegas, je pense que ce qui joue aussi, c'est vrai qu'ils ont déjà une franchise en WNBA, donc ce qui est la ligue féminine. Voilà. Mais oui, ça sera une franchise. Je pense qu'on va se rapprocher globalement Las Vegas d'une franchise un petit peu à la Lakers, j'exagère, mais d'une franchise qui globalement va jamais essayer de tanker. Et va jouer sur du business, faire venir des joueurs tout le temps. Je pense que ça va être une franchise qui va beaucoup ressembler à ça. Oui, je pense qu'il y avait mieux. Moi, j'avais un de mes amis qui me disait qu'il aurait bien aimé Mexico. Essayer de même un jour, pourquoi pas sortir un petit peu du cadre des États-Unis. Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Apparemment, il y a toujours eu des matchs du côté du Mexique. Un vrai engouement, ça aurait été plutôt intéressant après à voir à l'avenir. La question, ce sera plutôt même à un moment donné peut-être de réduire aussi le nombre de matchs, ce qui paraît peut-être. Moi, je suis toujours content d'avoir des matchs. Je suis content, ça me prend le temps de une bonne année. C'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que physiquement, c'est quand même. Ça joue beaucoup. On a vu là actuellement la NBA essayer de proposer des nouvelles règles pour essayer de mettre fin au tanking, ou en tout cas améliorer un petit peu cette fin de saison. On verra, ça, on aura le temps d'en discuter. Je pense qu'on fera des vidéos justement dans les temps qui viennent. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on termine là-dessus? Pour vous, c'est parfait? Ouais, c'est bon, les gars. C'est très bien. Je pense qu'on a donc on se retrouve évidemment dimanche prochain en espérant peut-être un 3-0. Merci, j'ai changé. C'est Thierry, ma voix dans ma tête qui m'a fait changer d'avis. Et puis on se retrouve très vite. À plus et à plus tard la team. Ouais, ça marche. Salut, C'est un bon Allez, dimanche. ciao. Salut.